Bien, pour la deuxième partie de cette journée, on va changer légèrement d'échelle, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à des maisons protégées, et avec l'ensemble du conseil d'administration de Docomomo, nous avons sélectionné deux maisons particulièrement intéressantes et importantes, qui révèle le caractère continu d'une habitation, dont on pourrait reprendre le titre d'une exposition ô combien célèbre réalisée ici à la Cité de l'Architecture, qui était un bâtiment combien de vie. Tout d'abord, on va s'intéresser aux maisons Jaoul, construites par Le Corbusier dans les années 50, de 53 à 1955, avec la restante restauration par Claudia Devaux, et par la suite on enchaînera avec la Villa Ricarda à Barcelone, la villa construite par Antonio Bonet en 1953, entre 1953 et 1963. Et c'est Jordi Roig, qui est lui-même architecte à Barcelone, qui nous présentera la restauration qu'il a réalisée il y a quelques années maintenant. Si ce choix a été fait de présenter ces deux maisons, c'est qu'aussi elles ont un lien quasiment de parenté, dont on poursuivra la discussion à l'occasion de la table ronde, où nous accueillerons également Bénédicte Gandini, architecte et qui travaille à la Fondation Le Corbusier, qui nous éclairera sur un certain nombre de réalisations et de restaurations de bâtiments de Le Corbusier, et notamment les plus récentes. Voilà, donc je laisse la parole à Claudia Devaux. Claudia Devaux est architecte diplômée de l'EPFL et de l'école de Chaillot. Elle a restauré donc les maisons Jaoul, mais ce n'est pas les seuls bâtiments un peu iconiques qu'elle a restaurés. Elle vient de terminer également la restauration de la villa E1027 d'Hélène Gray à Cap-Martin. Voilà, Claudia, je te laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette invitation à la deuxième journée d'études de Docomomo. Voilà. Alors, je vais parler de cette restauration des maisons Jaoul que nous avons commencé en 2018. C'était une restauration qui s'est achevée en 2019, heureusement l'année avant le Covid. Et du coup, nous avons procédé à une restauration qui était menée sur les extérieurs essentiellement, la restauration du béton, la réfection des couvertures et la restauration des ensembles menuisiers. Les maisons Jaoul ont été construits entre 1952 à 54-55. Ils étaient achevés. C'est une construction où Le Corbusier revient à une architecture plus vernaculaire. On parle aussi de l'architecture brutaliste, brute. C'est les matériaux bruts qui sont mis en œuvre. Le béton brut, les briques d'une manière assez grossière, et le bois. C'est en ce cas-là le chêne avec du contreplaqué chêne ou des châssis en chêne complets. Cette architecture est aujourd'hui très très bien conservée. C'est un œuvre, on dirait complet. Il y a l'extérieur et l'intérieur sont bien préservés. Les intérieurs étaient pareil, maîtrisés complètement avec le mobilier qui est toujours existant et très peu modifié. En revanche, l'extérieur a connu une restauration en 1991. C'était mené par Jacques Michel, un ancien collaborateur de l'atelier Le Corbusier, qui était déjà initialement impliqué dans les travaux de l'ouvrage et qui a mené ensuite, en 1991, le projet de restauration. La maison a été vendue par la famille Jaoul. Alors, c'était construit par le maître d'ouvrage, c'était André Jaoul. C'était pour lui et pour son fils cadet
que cet ouvrage a été construit par Le Corbusier. Il avait demandé Le Corbusier qu'il connaissait, et c'était un riche industriel aussi attaché à l'art et à la collectionneur d'art, et très intéressé par l'art brut et l'art primitif. Ils ont trouvé ainsi un commun terrain d'expression pour ces deux maisons. Là, vous voyez, alors on était gâtés par les archives de la Fondation Le Corbusier, où il y avait énormément d'ouvrages, des plans historiques et aussi des plans des axonométries, comme vous pouvez voir. Aussi, Lucien Hervé a documenté le chantier des maisons Jaoul, et on a eu une grande quantité de documents historiques, d'archives. Là, vous voyez la maison avant les... non, ça c'était en 1988 alors, où c'était juste avant les travaux de Jacques Michel. Et là, vous voyez les maisons avant les travaux en 2017. Et qu'est-ce qu'on peut voir en fait? Vous voyez le béton qui... Oh, pardon, c'était le mauvais. Le béton qui commence à être altéré, surtout dans les parties, des parties plus exposées et exposées aux intempéries, à la pluie et voilà. Et puis vous voyez aussi les saletés, tout simplement, et les menuiseries qui étaient aussi en état relativement... en très mauvais état, ce que je vois moi sur cette photo, mais je vais vous montrer d'autres photos, et vous voyez ici, en fait, ça c'est toute cette partie de contreplaqué, là les problèmes de rejaillissement d'eau que vous pouvez voir, et tous les contreplaqués qui étaient en très mauvais état. Je vais commencer... alors là, deux vues de l'intérieur, vous voyez la construction, alors... en voûte catalane, on va voir un deuxième exemple tout à l'heure de cette architecture qui est issue d'une architecture vernaculaire où on faisait ces voûtes qui servaient une sorte de coffrage et qui restaient brutes. Et vous voyez également les matériaux en sous-face, du coup, aussi de cette poutre qui était en béton brut, toujours aujourd'hui de cette manière. Ça, c'est des photos, en revanche, de la période... juste avant Palombo, juste après la vente de André Jaoul, là, vous voyez ça. Ensuite, là, vous voyez encore quelques photos et photographies de Lucien Hervé, et aussi des plans de construction de projets de Le Corbusier. Et on distingue alors le dessin de béton, qui est... un dessin qui est maîtrisé pour les coffrages. On voit les planches de coffrage et qui forment un dessin assez particulier avec des horizontaux, des bandes horizontales, verticales et diagonales. Et vous voyez les détails avec les plafonds en voûte catalane. Initialement, il y avait un réseau de chauffage qui était intégré là-dedans, qui n'était pas exécuté de cette manière. Là, vous voyez, en construction, et on voit bien aussi pour la brique, cette manière de construire relativement d'une manière brute, où les briques aussi ne sont pas très régulières et les joints grossiers. Le béton, alors, montrait des pathologies qu'on connaît, essentiellement liées au fait de carbonatation, du front de carbonatation. Mais vous voyez aussi... vous voyez aussi, là, ce sont des interventions de Jacques Michel, c'est-à-dire la période de 1991. Ils ont déjà fait cette première restauration aux endroits où le béton avait éclaté, et on pouvait identifier plus ou moins bien des bandes qui ont été déjà restaurées en 1991. Vous voyez là, par exemple, ça c'est le béton historique, et là, avec un épitherme plus lisse qui prend les saletés aussi d'une manière différente, et qui était en revanche du coup un exemple de restauration intéressante de 91, parce que on prêtait déjà attention à reproduire les dessins et les idées d'architecture, et c'était une restauration très soignée à l'époque avec ce qu'on savait, et qui faisait d'ailleurs, on a mené nos travaux avec le laboratoire de recherche sur monuments historiques avec Elisabeth Marie Victoire.
Et elle a fait ça comme cas d'étude parce que c'était sur la pérennité des restaurations des bétons. Ici, on a fait du coup une recherche sur les parties qui étaient restaurées par Jacques Michel en jaune et le béton qui était encore d'origine. On a mené cette étude sur tout le bâtiment. Et en fait, on voit à peu près, dans le texte, on dit c'est à peu près 30% qui a été repris par Jacques Michel en 91, et on a encore à peu près 70% de matière d'origine. Ça, c'est alors les archives sur cette campagne de travaux, on n'avait pas d'informations du tout, à part deux photos qu'on a trouvées dans un album photo qui a été oublié par Palumbo, qui montrait ces deux photos pendant le chantier de 1991. Et vous voyez alors, le béton a été déjà restauré, on voit quelques taches un peu plus claires, et c'était en cours de restauration des ensembles menuisiers que je vous explique après ce qui a été fait à cette époque-là. Voilà, là c'est aussi un extrait qu'on voit justement où ils ont repris les bétons de cette époque. Alors, là, quand on a retrouvé, il y avait les parties éclatées, les armatures rouillées, des pathologies qu'on connaît qui sont courants. Et là, vous voyez, en revanche, et il faut dire que ce qu'on a décelé, c'est que aujourd'hui, les parties altérées étaient quasiment identiques à ceux qui étaient déjà restaurés en 91. C'est-à-dire, là, vous voyez en revanche un éclat de réparation de 91, où on voit aussi le fer qui a été traité et qui est à nouveau éclaté parce que la restauration n'a pas été menée comme il fallait, comme on sait aujourd'hui, où il faut détourer toutes les fers pour libérer et pour mettre en fait le béton tout autour, sinon ça se casse très vite après. Alors, les sondages ont été menés, comme on fait pour déterminer le front de carbonatation et voir jusqu'à où le béton est devenu acide et attaqué les fers. Alors ça, vous avez les différents échantillons et toutes les autres analyses qu'on a menées. Je ne vais pas rentrer en détail là. On a vu quand même que le front de carbonatation, c'est-à-dire la partie où le béton est acide et attaque les fers, était presque au niveau des fers, c'est-à-dire dans le béton ancien et dans les réparations, on n'était pas loin. Mais on n'était pas tout à fait, juste quelques exemples où on est arrivé aux armatures. Et nous avons décidé alors de faire une réparation traditionnelle, de détourer complètement les fers aux endroits, de remettre évidemment le dessin d'origine des planches de coffrage pour les reproduire. Là, vous voyez par exemple, ça c'est les parties qu'on a restaurées, ça coïncide quasiment avec la réparation déjà de 91. Et nous avons détouré où c'était pas possible parce que ça allait trop profondément comme ici. On a fait des tests à la phénophtaline pour voir si le béton était basique ou s'il était acide pour voir s'il faut aller plus loin. Et vous voyez aussi les cintres qu'on a fait pour refaire les ébrasements, toujours en respectant les planches de coffrage et pour recouler le béton. Alors là, tout ça, ça a été documenté. C'était un grand travail minutieux mené par des entreprises spécialisées. Que vous voyez là, c'était en revanche... voilà. Et là, en deuxième partie, après ça, c'était pour trouver le béton qui est le plus adapté pour retrouver le béton d'origine, qui a les mêmes comportements physiques pour qu'il adhère le plus et qu'il n'y a pas de tension entre l'ancien et le nouveau qui se crée. Il y a un travail également qui a été mené là-dessus et qui, finalement, on a opté pour couler du béton. Et là, vous voyez les coffrages, et on a fait une petite bande en haut un peu irrégulier pour pas avoir ça, et là-dedans il y avait le béton qui était injecté pour couler, parce qu'il faut quand même injecter, qui était refermé après, et pour fermer tout ça. Voilà. Là, je vois très rapidement, je vous montre la photo, c'était une photo aussi de Palumbo de 91,
les travaux où ils ont la manière comme ils ont restauré à l'époque, c'est-à-dire ils ont venu enlever le béton et après par contre ce qui manquait à cette époque, et après ils ont traité les armatures, on voit encore la peinture anti-corrosion qui était dessus et qui dépassait d'ailleurs sur le béton, et ils n'ont pas détouré le béton, qui faisait que toutes ces réparations étaient à nouveau 20 ans plus tard défaillante. Mais ce qui est quand même une durée de vie déjà pas mal d'après les analyses sur d'autres monuments qui ont été menés, restauration par le LRMH. Et là, après restauration, alors on a la restitution de l'angle qui était extrêmement abîmé et qui était très éclaté et plus du tout adhérent. Ah, ça c'est avant travaux et après travaux. Les béquets et le toit faisaient également partie parce qu'on avait des infiltrations d'eau. Les béquets étaient en fait, c'était des toits végétalisés avec un caniveau au pied de l'acrotère, et qui était une sorte de goutte d'eau qui était menée, sauf que cet ouvrage était extrêmement fin et a subi alors des grandes pathologies. En fait, le béton a éclaté. Et vous voyez déjà là la reprise de 1991 et des énormes parties qui étaient dans un très mauvais état, vous voyez ici. Et à l'origine, il y avait une couverture en asphalte, une étanchéité en asphalte. Quand on voulait reproduire, on avait déjà les devis et tout qui était prêt pour refaire à l'identique, pour enlever l'asphalte historique et pour refaire une étanchéité en asphalte. En revanche, la problématique était que quand on a commencé, alors ça vous voyez les caniveaux, finalement on a dû opter pour une étanchéité bicouche, parce que quand on a, je crois, quand on a commencé les travaux, voilà, on a essayé d'enlever l'asphalte, mais l'asphalte était adhérent avec le béton, et c'était impossible de le enlever sans casser la dalle même ou les relever. On a traversé à un endroit et c'était impossible de supprimer ça. Alors, du coup, on est venu par une étanchéité par-dessus et un grillage, enduit grillagé qui vient par-dessus. Pour protéger les béquets, nous avons mis en œuvre une résine qu'on a déjà fait sur d'autres chantiers. Et sur la résine, on a fait deux couches et une troisième couche qui servait uniquement pour retrouver la teinte de l'enduit, et qui était justement que du sable, c'est-à-dire on met du sable sur une résine qui colle encore, et on a un aspect assez minéral qui est plutôt pas mauvais. Après, il faut trouver le bon sable et qui est étanche, parce que sur les parties horizontales, c'est inévitable que l'eau traverse, et quand l'eau traverse, ça provoque la corrosion. Alors, je passe alors sur les ensembles menuisiers qui étaient finalement très compliqués, parce que en fait, ce que vous voyez sur les photos, c'est que Le Corbusier a conçu ses ouvrages, des ensembles menuisiers. C'était des grands ouvrages. Le menuisier, il venait de la Corse, qui a construit aussi le mobilier du Cabanon en même temps, Barbaris. Et en fait, ces ouvrages étaient conçus en châssis chêne et avec des contreplaqués. Et ces panneaux pleins, c'était des contreplaqués. Et à vrai, il y avait des vitrages. Et de l'autre côté de ces contreplaqués, à l'intérieur, souvent, c'était des étagères ou autre. Ce qui se passait, c'est que ces contreplaqués ne sont pas vraiment adaptés pour une vie extérieure. C'est plutôt des matériaux pour l'intérieur. Et ils ont énormément souffert pendant le temps de l'exposition à l'air et à l'eau. Et ils étaient très dégradés. Alors en 1991, Jacques Michel a décidé de mettre une plaque par-dessus, et ça d'une manière générale. Et la plaque par-dessus, alors, elle a rajouté 1 cm d'une plaque qui venait sur les menuiseries historiques, et les a collées. Alors c'est ce que vous voyez là, c'est toutes les nouvelles plaques qu'on voit partout, et c'était fait d'une manière généralisée. Et aujourd'hui, alors ce que vous voyez là qui est très altéré, c'est pas les plaques d'origine, mais les plaques de 1991.
Et vous voyez comme elles se décollent par endroits. Mais quand on a voulu les enlever avec des solvants et autres, là on voit les traces de colle. Mais on a détérioré aussi par certains endroits le bois d'origine qui avait l'air en partie en très bon état. Et les ouvrages, vous voyez, c'était vraiment dans un état très, très, très difficile. Il y avait aussi des parties qui étaient poncées. En fait, ils ne savaient pas très bien. Nous, on ne voulait pas du tout revenir à une idée de recoller une autre matière par-dessus parce qu'on a complètement supprimé avec ça la profondeur des châssis, c'est-à-dire on avait la structure en bois et le contreplaqué qui était en arrière. Alors c'était à peu près 1 centimètre. Si on mettait une plaque par-dessus, tout venait au même niveau. Et on voulait surtout éviter ça, ce qui était vraiment pas très esthétique et pas dans l'esprit de Le Corbusier qui, comme vous voyez, il y avait un vrai dessin. Et on voit ça, on voit qu'il y a plus beaucoup de relief où il y avait des panneaux qui étaient rajoutés. Alors nous avons opté pour une restauration. Là, vous voyez des parties qui étaient, quand on a enlevé une fois la première couche, on retrouvait tout un tas de cas différents. En fait, des fois, il n'y avait plus du tout le panneau contreplaqué d'origine. Des fois, il était, mais dans un très mauvais état. Et des fois, on pouvait le restaurer. Là, vous voyez aussi la structure d'origine qui était une isolation de liège de 2 cm. C'est-à-dire tout le mur extérieur, c'est 2 cm de liège. Les panneaux, toute la façade fait 4 cm d'épaisseur. Alors ça, c'est en cours de restauration. Là, c'est des panneaux en bon état où on a fait juste quelques incrustations où il y avait les trous qu'on a restaurés. Ici, quelques raccords qui étaient en mauvais état, surtout au niveau du rejaillissement, toujours point faible. Et nous avons opté alors pour des parties qui étaient possibles de restaurer, de préparer les sous-faces et de procéder à un replaquage en panneaux panneaux contreplaqués avec une collage sous vide qui est le plus performant pour faire un collage qui est pérenne, plus ou moins pérenne. Et voilà, c'est ce qui a été entrepris pour ces panneaux qui étaient possibles de restaurer ou qui avaient une sous-face encore convenable. Certaines, on les a remplacées complètement, mais pas beaucoup. Et au final, on a changé quasiment la totalité des vitres qui étaient devenues en grande partie opaques. Mais c'était déjà plus les vitres d'origine. Il faut dire que c'était un ouvrage où il y avait des vitres isolants. C'était quasiment un des premiers ouvrages où on avait des doubles vitrages déjà. À l'époque, et dans les travaux expliqués par Le Corbusier, à l'époque où dans les archives, on trouvait bien des problèmes de difficulté de ces vitres double vitrage qui étaient relativement nouveaux sur le marché et qui étaient déjà employés à cette époque-là. Voilà, je termine là-dessus. Merci beaucoup. On va passer donc à la présentation de la restauration de la Villa Ricarda à Barcelone avec Jordi Rouag. Bonjour. La première question que je voudrais vous poser, et merci beaucoup, c'est pour moi un grand honneur d'avoir été invité à cette journée d'études de Docomomo France à distance et de pouvoir ainsi participer à cette étude sur la conservation des bâtiments contemporains et sur le patrimoine architectural du XXe siècle au cours de la Renaissance, bien entendu, la mise en valeur et bien entendu ces échanges tels que cette journée peut l'illustrer. Eh bien, je voudrais vous remercier en mon nom d'abord et tous ceux qui ont travaillé avec nous et tout particulièrement vous remercier de nous donner ainsi l'occasion de partager nos travaux sur
la Ricarda. C'est réellement pour nous un défi de pouvoir parler des travaux que nous avons réalisés ici, et notamment avec Alvarez, qui est mort le 3 avril de l'année dernière du Covid. Et vraiment, il a bien entendu beaucoup participé dans cette intervention, et il aurait certainement beaucoup participé et faire partie un petit peu et discuter avec vous au cours de cette journée. En fait, il nous semblait tout à fait intéressant, peut-être parce que la plupart d'entre vous ne connaissaient pas, ou vous le connaissez bien plutôt, Antonio Bonet, son œuvre. Peut-être que vous ne la connaissez pas à fond. Je vais faire une petite introduction, vous montrer quelques-unes des réalisations qui, en plus, sont liées à la Ricarda. Donc, il naît en 1913 et il mourra en 1989. Par conséquent, c'est un architecte c'est la deuxième génération. On pourrait dire qu'ici, vous voyez deux photographies que l'on peut voir sur cette première diapositive. Nous voyons donc Bonet, qui revient en Espagne en 1949, qui a été photographié avec sa femme sur le toit de la maison Batlló de Gaudí. Ce voyage, c'est le premier que Bonet réalise depuis qu'il est parti en exil en quittant l'Espagne en 1936. Il revient donc en Espagne en 1949 afin de pouvoir participer activement au SIAM de Bergame. Au cours de cet arrêt technique à Barcelone, il rend visite après 13 ans sans les voir sa famille, et il reçoit la commande de la maison Gomis, que l'on appellera par la suite la Ricarda. Sur l'image à droite, le jeune architecte Bonet, avec la première maquette au mois de janvier 1950, qu'il envoie donc avec des plans ainsi qu'une lettre qui explique ses intentions à M. Gomis. Bonet va donc travailler avec le groupe d'avant-garde catalan qui est lié au groupe méditerranéen GATPAC, et il a fait l'élargissement de la ville avec le Corbusier, la maison Bloch, le logement social également, qui est très, très important dans notre ville, et particulièrement, il travaille sur des maisons, disons des maisons d'été, de week-end, sur la côte au sud de Barcelone, où sera construite par la suite la maison de la Ricarda. Diapositive suivante, s'il vous plaît. En 1933, avec tout le groupe espagnol, il participe au voyage qui a lieu entre Marseille et Athènes, où a lieu le 4e SIAM. Et il a donc la chance de rencontrer les grands architectes de l'époque, parmi lesquels, évidemment, Le Corbusier, et qui lui suggère de lui rendre visite et de pouvoir travailler avec lui lorsqu'il aura terminé ses études. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc ici, vous avez des images. En 1936 éclate donc la guerre civile en Espagne au mois de juillet. Et en fait, Bonet, vraiment par hasard et en l'ignorant complètement, fait sa valise à peine terminé ses études à la fin du mois de mai, et il part à Paris au mois de juin, où il va donc se présenter à l'atelier de Le Corbusier. Il va y participer. Donc, entre 1936 jusqu'à la mi-1937, il est un petit peu agi architecte comme chef de travaux dans la construction du pavillon de la République espagnole avec Josep Lübsert et Luis Lacasa. Et c'est vraiment au cours de cette époque où il rencontre des architectes de renom et puis d'autres artistes comme Miró. La
peintures de Guernica, Calder, évidemment, tout un apport culturel de peinture ou d'art contemporain. Finalement, au mois de septembre 1937, il va commencer à travailler donc à l'agence de Le Corbusier et avec Roberto Matta, donc architecte et peintre chilien. Le Corbusier va lui donner l'occasion de réaliser une version libre de l'avant-projet qu'il venait de livrer et donc de produire sur les maisons Jaoul, justement. C'est donc un projet qui représentera un intérêt très important et qui sera largement débattu au sein de l'atelier, car il comporte un certain nombre de ressemblances avec des projets qu'avait Le Corbusier, les idées qu'il avait à l'égard de la voûte catalane ou en tout cas la couverture de la Sagrada Familia, de même qu'avec des travaux, des constructions qu'il avait réalisées 2 ans auparavant, en 1935. Donc tout ce panorama, disons, tout cette, on pourrait se dire qu'on est dans un creuset, dans un bouillon de culture, même entre le maître et ses étudiants, ces jeunes architectes. Cela permet de produire, vraiment d'avoir une production extrêmement riche et extrêmement remarquée au cours des années à venir. Diapositive suivante. Au mois d'avril 1938, Bonnet quitte Paris et part à Buenos Aires à l'initiative de 2 amis architectes argentins qui travaillaient aussi à l'atelier de Corbusier, qui étaient rentrés en Argentine. Il arrive au port de Buenos Aires, il y est accueilli par d'autres jeunes architectes argentins qui lui proposent donc de participer à un groupe d'avant-garde qui s'appellera Austral. Et il aura donc l'occasion de pouvoir construire son premier bâtiment d'atelier d'artiste où il installera lui-même son premier logement qui lui servira également d'atelier. Suivante. Ici, nous avons une autre expérience, une autre de ces réalisations avec la voûte ici. Donc, disons que c'est un lotissement avec des logements, des maisons avec des voûtes surbaissées. Il n'a pas pu réellement réaliser la voûte catalane en vitrocérame et il établit ainsi de nouveaux modèles, une autre caractérisation de la maison avec des voûtes surbaissées. Ici, dans ce cas-ci, donc, nous voyons bien ce cas. Donc, la suivante, voilà, merci. Je continue donc sans voir les images, bien entendu. Malheureusement, elles ne m'arrivent pas. L'image suivante, c'est donc la maison Berlinghieri qui a été réalisée à Punta Ballena, à Punta del Este en Uruguay, qui a été réalisée en 1947 également avec cette voûte surbaissée. Et ce n'est pas encore la voûte catalane, bien entendu, mais l'ingénieur uruguayen participera comme consultant et ici, cela va être véritablement une découverte pour lui, la voûte en céramique armée, une grande partie de ce qu'on pourrait appeler la voûte catalane. Dans ce cas-ci, 2 coques, une inférieure et une supérieure. L'inférieure structurelle et la supérieure, ici, que l'on voit bien, qui permet de résoudre les problèmes d'humidité extérieure et une chambre à air intérieur conçue avec disons, une sorte de cloison, une cloison séparatrice. La maison, donc, a été construite avec une série de voûtes juxtaposées, une première de 6,5 mètres et 3 autres de 4,5 mètres qui constituent donc la maison qui se trouve donc au-dessus d'une dune. Donc, ici, on voit 2 images qui représentent des photographies aériennes du lieu où se trouve la maison Gomis, la Ricarda. Donc,
La première, comme on peut le voir, qui se trouve près de l'aérodrome, du petit aérodrome de Barcelone en 1945, dans le delta du Llobregat, près de Barcelone. Et puis la suivante, une photographie de 2018, où l'on peut voir évidemment que l'aérodrome est devenu un très grand aéroport, un grand hub au sud de la ville de Barcelone et où les pistes ont envahi ce qui est auparavant des champs. Et ils ont même fait disparaître certains des marais qui existaient alors, une partie également de la pinède qui existait sur le front de mer. Voilà, nous avons l'image suivante. Ici, c'est le premier avant-projet qui a été envoyé par Antonio Bonet à la famille Gomis, qui a été donc envoyé avec 4 plans et une demi-douzaine de photographies. Bien entendu, ici, il s'agit d'une maison construite sur une partie élevée, sur un terrain un petit peu comme une cité lacustre. La grande plateforme abritera la partie qu'on pourrait appeler sociale de la maison, et puis la vie à l'air libre pourrait avoir lieu sans être en contact avec le sol. Et puis ensuite, on placerait une couverture, un toit en forme de papillon très semblable à la maison Jaoul qui avait été réalisée par Le Corbusier en 1937. Donc ici, ce projet, donc la suivante, sera refusé pour différentes raisons, et la raison principale est parce que la famille Gomis souhaite que la maison soit intégrée dans le paysage et participe ainsi, se noie dans le paysage qui l'entoure et puisse disons, se fondre dans l'espace extérieur et intérieur. Donc, photographie suivante, s'il vous plaît. Ici, nous voyons une vue aérienne de la maison d'il y a quelques années où nous pouvons voir clairement les zones couvertes avec le toit. Cette voûte, c'est le projet dont je parlerai tout à l'heure. Et nous voyons aussi que les limites de la maison n'est pas la partie qui est couverte, mais plutôt le paysage qui l'entoure. Il y a aussi une tour de dépôt d'eau où, comme elle est verticale, donne et contraste avec ce bâtiment. Donc, Bonet avait d'abord créé un pavillon aussi pour la famille Berlingueri à côté de la ville de Buenos Aires. C'est un embryon et c'est donc l'embryon de la Ricarda lorsqu'il va proposer des nouvelles solutions. Ici, nous voyons la vue aérienne une fois que la maison a fini d'être construite en 1963. Nous voyons toute la côte qui est assez loin. Et à droite de l'image, on voit un dessin d'une explication que Bonet donne à M. Gomis en lui expliquant quelles sont les stratégies et les principes fondamentaux de la maison. Il explique que la maison sera composée d'un module principal et il va se répéter plusieurs fois dans ce territoire, sur cette plateforme, sur cette grille qui va permettre coloniser, entre guillemets, cette partie du littoral de Barcelone. En 1953, se crée le projet définitif. Bonet remet des plans à la famille Gomis par courrier et c'est l'occasion donc de leur expliquer
la maison au travers une maquette en plâtre, sans l'aménagement intérieur, où nous pouvons reconnaître le territoire où va s'implanter la maison. La maison dispose de 12 voûtes juxtaposées et tout le réseau que configure la totalité de cette plateforme est d'environ 1 hectare. Il s'agit donc dans ce module par 11 modules. Celui de base est de 8,80 par 8,80, une mesure très similaire à celle qu'il va développer dans le pavillon de Berligieri à Pékin. Image suivante, s'il vous plaît. Ici, sur ce plan, nous pouvons voir le pavillon indépendant avec la chambre indépendante des parents qui est déconnectée de la maison. Ensuite, un pavillon de service avec un seul module en ce moment-là. Suite aux lettres échangées entre l'architecte et la famille, petit à petit se profilent les détails de la maison. Inès Bertrand, l'épouse de Ricardo, lui demande, s'il vous plaît, que la maison soit connectée au reste de la maison et donc explique qu'elle souhaite cette connexion et on va finalement créer un corridor complètement vitré et transparent pour unir cette chambre avec le reste des pavillons. Voilà le plan de base qui a été développé parallèlement à Barcelone et à Buenos Aires. Et dans ce plan, on voit tous les documents de base pour réaliser les travaux vont se faire parallèlement dans les deux bureaux d'Emilio Buffi, qui est le constructeur et le père de Ricardo Buffi. Cette construction. Donc, ce plan, comme un Dropbox contemporain, va se mettre à jour petit à petit au fur et à mesure que les lettres échangées entre Buenos Aires et Barcelone avancent pour bien finaliser la maison. Nous pouvons voir la connexion du pavillon indépendant. Nous pouvons voir aussi que le pavillon de service a été élargi et dispose d'un module complémentaire. La maison est organisée en 2 axes orthogonaux, un horizontal et parallèle normal, où se développe toute la zone sociale de la maison, et un autre qui est perpendiculaire à la mer, qui s'élargit jusqu'au bois et qui donc est propre aux chambres des enfants. Il y a d'autres pavillons annexes comme la salle à manger d'été ou la véranda qui se trouve à côté du séjour. Suivante, s'il vous plaît. On voit ensuite les images de la construction de la maison sur la zone naturelle, le sable de la plage. On voit donc la voûte dans le module de base qui dispose de 2 coques, l'inférieure structurelle et la supérieure imperméable, avec 2 arcs de différents types de courbatures, avec des images du travaux de l'année 1961 suivante. Image là des travaux pas encore terminés entre 1961 et 63. Suivante aussi. À différence de la maison Jaoul, cette maison ne se fabrique pas avec du matériel brut, rustique, mais plutôt assez sophistiqué, avec des matériaux assez pulcres, avec du cristal poli, teinté dans certains cas, pour améliorer donc le rendement solaire à l'intérieur de la maison, la jalousie en céramique en Grèce, très complexe, formellement, etc. Suivante aussi, s'il vous plaît. Les travaux dureront entre 1957 et 1963. Suivante.
Voilà une image de 1963 à côté d'une autre de l'année 2000. Ce travail de recherche autour du travail de Bonnet nous a permis de présenter toute une série de publications, aussi bien de notre travail que de l'architecture de Bonnet, voire de la réhabilitation à différents moments tout au long de ces 20 dernières années. Voilà les premières images, le premier travail que nous devons réaliser. Nous devons faire tout d'abord un diagnostic exhaustif de l'état de conservation de la totalité de la maison. Évidemment, nous avons commencé par la couverture, car c'est là où il y avait le plus grand nombre de pathologies et les plus grandes détériorations. Comme vous pouvez voir, la couverture a été remplacée plusieurs fois par différentes couches de céramique pour accélérer et augmenter la pathologie de cette couverture. Alors, ici, on a des fissures qui apparaissent sur la couverture, également la dilatation due au nouveau carrelage sur le toit qui ont provoqué encore plus de dégradation sur la maison, le traitement ou plus exactement l'entretien qui en a été fait, qui a été vraiment maintenu au minimum, a provoqué des détériorations extrêmement importantes, mais à la fois, cela a pu être également une chance de pouvoir disposer de l'original, notamment à l'original. Vraiment, voyons comment la structure métallique a provoqué des éclats dans le sol, ça a même cassé les supports, et donc ce qui a obligé les propriétaires originaux de placer des sortes de collerettes à la base des piliers pour tenir ces piliers. Donc on peut passer à la diapositive suivante. Notre travail a donc consisté, après avoir fait un peu ce diagnostic général et très détaillé de chaque partie de la maison, donc cela nous a permis de déterminer le degré d'urgence des interventions que nous devions pratiquer dans la maison. Nous sommes intervenus à plusieurs reprises. Nous avons réalisé des tâches en allant des plus importantes aux moindres. Évidemment, les montants ont été différents à chaque fois. Nous nous sommes conduits comme des médecins généralistes, comme des médecins de famille, au chevet de ce patient, cette maison qui était extrêmement malade. Et donc, la première intervention très importante était d'empêcher que l'eau ne fuit à l'intérieur ou ne provoque des fuites à l'intérieur de la maison, et donc travailler sur la peau extérieure. Ce sont donc les voûtes structurelles. Nous avons fait une cartographie, nous avons fait des dessins, des études, et nous avons déterminé donc que, avec une certaine précision, avec la précision que nous pouvions avoir à ce moment-là, bien entendu, nous avons donc pu établir toutes les différentes pathologies et les différentes interventions qui étaient intervenues au cours des années précédentes. Ici, c'est un petit peu une image que l'on pourrait avoir de la partie supérieure de la couverture. On peut voir également une cartographie du niveau des détériorations, des atteintes qu'ont souffert les voûtes. Donc, nous avons fait un relevé. Nous avions des matériaux originaux, et nous avons fait donc un relevé exhaustif. Et puis, nous avons également déposé ces voûtes. Nous avons cartographié effectivement tous les éléments qui constituaient la voûte. Vous pouvez passer à l'image suivante. Ça va nous permettre de pouvoir avancer dans notre présentation.
Voilà. Ici, ce que nous pouvons voir, ce sont ce que nous avons pu réaliser sur la couverture, l'image finale de ce toit, de cette couverture telle qu'elle va apparaître à la fin. Et on peut voir que on a restitué en fait les joints d'étanchéité. Nous avons donc restauré ou même reconstruit les différents carrelages, le grès cérame d'origine. Nous avons pris 4 échantillons d'argile et avec des teintes différentes, ce qui nous a permis d'obtenir cette espèce de résultat varié, ce qu'on pourrait appeler presque une pixelisation aujourd'hui, qui ressemble vraiment beaucoup à ce qui était à l'original. Et donc, au cours de ces 20 ans d'intervention sur la couverture, il n'y a plus de fuite, il n'y a plus de fuite d'eau de pluie. Donc, ici, nous avons mis un joint de soutènement horizontal qui permet d'avoir, disons, une dilatation avec les joints sur les côtés, notamment sur les tympans de la couverture. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Je ne sais pas sur quelle diapositive nous nous trouvons, mais je continue à expliquer les diapositives suivantes. Donc, il y a plusieurs diapositives qui apparaissent sur mon écran. Donc, ce sont des élévations des travaux actuels. Donc, c'est des différents types de menuiseries que nous avons dans la maison. Celle qui est la principale, on pourrait dire, qui est donc réalisée avec des profils d'acier et revêtue de feuilles de couches de bronze, effectivement, qui représente un peu ce couloir vitré, qui est l'élément de connexion entre le pavillon des parents et le reste de la maison. Donc, en acier laminé, dans la cuisine, on a utilisé pour la première fois un aluminium très primitif à l'origine, et les jalousies seront réalisées aussi en grès. Nous avons donc réalisé différentes interventions sur la menuiserie, certaines avec un caractère pilote et d'autres pour évidemment une restauration, notamment dans la galerie. Et nous avons également réalisé des restaurations sur toute la menuiserie extérieure afin, disons, de permettre une meilleure conservation à l'avenir. Ici, on a une image très claire de la maison terminée en 2000. Elle ressemble pratiquement à l'état original quand on le voit un petit peu de loin. Enfin, bien entendu, ce sont évidemment, nous avons travaillé, disons, avec les différents fonds, en travaillant avec les fonds d'archives privés de la maison. Donc, nous avons travaillé avec des revêtements différents sur les arcs et les voûtes. Nous avons étudié, à l'heure actuelle, nous sommes dans la phase de restitution et de restauration totale de toute la partie qui constitue le treillis, la jalousie en grès. Nous avons également procédé à la restauration et à l'établissement d'une liste de tous les éléments extérieurs, que ce soit ou intérieurs, plus exactement les meubles fixes, comme les différents meubles qui sont un peu que l'on peut reproduire. Nous avons également réalisé les mêmes rideaux qui étaient à l'origine, les mêmes tapis également. À l'heure actuelle, nous sommes en train de procéder à une étude de chromatique exhaustive de chacune des surfaces, aussi bien intérieures qu'extérieures de toute la maison, afin de pouvoir comprendre mieux un petit peu le langage que présente cette maison. Avec tous ces travaux exhaustifs, on pourrait dire que nous nous sommes aussi concentrés pour collaborer avec d'autres professionnels, notamment pour pouvoir réaliser certaines pièces et œuvres d'art comme la tapisserie de la salle à manger ou les sculptures qui avaient été réalisées au cours de l'époque où la maison était habitée. Ce sont des éléments, des ornements de cette maison. Et ici, moi, j'ai une image
du vestibule principal est l'une des propriétaires actuels de la maison, qui est la fille donc des propriétaires qui les enfants ont largement participé, ça ont été des complices très présents pour la restauration de la maison et ils ont investi aussi bien de leur temps que de leurs fonds pour pouvoir procéder à la restauration de cette maison au cours des 20 dernières années. À nouveau, l'image que j'ai sur mon écran, c'est une jolie photo que nous avons réalisée nous-mêmes sur les travaux qui ont été entrepris en 2000. Vous voyez ici, au cours, comme nous l'avons dit, nous avons également fait des interventions ponctuelles, aussi bien structurelles, notamment la reconstruction de revêtements de sol, d'éléments engrais, cérame, toutes ces interventions sur ces 20 ans ont été nombreuses. Il faudrait remarquer également que la restauration des 8 voûtes sur les 11, se reprend l'architecte, ont été réalisées il y a 20 ans et cela a représenté quasiment 1 million d'euros de travaux qui ont été engagés. Tout le financement, tout le soutien qui a été fait pour pouvoir procéder à ces travaux ont été d'origine privée. Il y a 1 mois et demi, la maison a obtenu, disons, son inscription, ce qu'on pourrait considérer comme une inscription au plus haut degré du patrimoine national espagnol, c'est-à-dire c'est des patrimoines culturels d'intérêt au patrimoine national. Et donc, nous pouvons considérer donc que l'administration du patrimoine envisage la possibilité de pouvoir libérer quelques fonds, ce qui nous permettrait d'avoir également ou bien des abattements fiscaux pour le paiement des impôts ou obtenir quelques aides financières afin de pouvoir continuer ce travail de restauration qui est très, très, très long. Et en fait, si nous parvenons maintenant aux dernières images, aux dernières photographies qui permettent d'expliquer un peu mieux, sans pour autant m'expliquer, surtout en raison du temps de latence entre ce que vous voyez, entre ce que moi-même je vois, ce que je vous explique. Donc, ces 2 photographies finales permettent de compléter un peu toute cette présentation qui a été un peu déstructurée et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Cette dernière image de la présentation où je reproduis textuellement un texte de Bonnet où Bonnet demande aux propriétaires qu'ils étudient avec beaucoup d'attention la maison dont il a envoyé les plans et les maquettes à Buenos Aires. Il leur dit, je vous envoie les plans de l'avant-projet de votre maison La Ricarda. Je vous demande que vous les étudiez avec beaucoup d'attention. Et la dernière image, qui est une image un peu nocturne de la maison, où l'on peut voir la transparence de la maison. Et c'est vraiment un peu une lumière au fond de ce tunnel pour l'avenir. Voilà, merci beaucoup. Bien. Merci beaucoup, Jordi. C'était très, très, très complet. Malheureusement, effectivement, on est un petit peu pris par le temps, donc je vais demander à Claudia de nous rejoindre pour la table ronde qu'on va faire à la fois en présentiel et en distanciel. Je ne sais pas si Bénédicte Gandini nous a rejoint pour la table ronde. Ce qui est assez intéressant, c'est ce que nous a dit Jordi à la fin, c'est-à-dire que apparemment, il y a très peu de temps, la villa a bénéficié d'une reconnaissance nationale en tant que patrimoine et que ça pouvait éventuellement, dans les années à venir, participer à une obtention de financement pour pouvoir continuer cette restauration. Je voulais aussi peut-être demander à Claudia
quels avaient été les supports financiers des travaux de la restauration des maisons Jaoul et comment s'est passée l'utilisation de ces fonds, s'il y en a eu d'autres que ceux des propriétaires. Oui, alors je reprends peut-être un petit peu. Oui. J'ai été rapide ou pas. Aujourd'hui, la maison appartient à deux sœurs. En fait, elle a été construite, comme je l'avais dit, par André Jaoul et pour son fils et sa femme. Ils habitaient la famille Jaoul dans la maison côté rue et dans la maison derrière, le fils. Après, c'est Palombo qui l'a acheté en 88. C'est un riche collectionneur d'art qui a fait sa maison et sa collection d'art qu'il a installée dans les deux maisons. Et ensuite, en 2001, la maison a été achetée par deux sœurs qui se sont installées, c'est les Rio, qui sont installées dans les deux maisons avec leur mari et leurs trois fils. Tous les deux avaient trois enfants, pas trois fils, trois enfants de chacun, et qui sont là aujourd'hui et qui ont été à l'origine de ces travaux, qui voulaient faire des travaux parce qu'ils étaient surtout pour les intérieurs et ils voulaient commencer par l'extérieur pour protéger les intérieurs où il y avait des infiltrations d'eau. Alors nous avons procédé, la maison est inscrite, les deux maisons sont inscrites de 1966 déjà, alors c'est relativement tôt. À l'inventaire supplémentaire et ça donne accès à des subventions par la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, à hauteur de 20%. Et la région Île-de-France, c'est à Neuilly-sur-Seine, la région Île-de-France a également participé à hauteur de 10%. Alors en France, c'est différent, ça dépend. Certaines régions donnent des montants, c'est un peu variable, mais voilà. C'était alors 30% en subvention pour ces travaux-là. Ok. Ça m'amène peut-être à poser la question à Bénédicte Gandini, donc de la Fondation Le Corbusier, sur le rôle de la Fondation à travers les travaux qui peuvent être engagés sur des bâtiments de Le Corbusier. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi qu'on est dans une période finalement incessante de restauration des bâtiments de Le Corbusier. J'en veux pour preuve que la Villa La Roche est actuellement en cours de restauration, une nouvelle restauration sur certaines parties de ces édifices, alors qu'elle a déjà bénéficié d'une restauration en 2009. Donc on voit qu'il y a une espèce de cycle assez intéressant qui est engagé à travers la restauration des bâtiments du mouvement moderne. Donc Bénédicte, je ne sais pas si tu peux nous répondre sur ce sujet, nous donner un petit peu l'actualité de tout cela. Oui, bonjour à tous d'abord. Je te remercie de cette question, Laurent, parce que la Maison La Roche ne fait pas l'objet de travaux de restauration, et c'est très important ce que tu dis, parce que justement, les Maisons La Roche et Jeanneret, donc le siège de la Fondation Le Corbusier, et la Maison La Roche est ouverte au public, je le rappelle, ont été restaurés entre 2008, 2009 et 2015, les intérieurs et également complètement les extérieurs. Et aujourd'hui, il y a juste des simples travaux d'entretien. J'en profite pour rappeler que l'importance des travaux d'entretien qui permettent justement de ne pas revenir sur le bâtiment de façon importante. Donc aujourd'hui, il y a juste des travaux de repeinture au niveau du musée qui est très sollicité, qui était très sollicité avant le problème sanitaire actuel et donc la fermeture des musées. Et on profite donc de cette période pour pouvoir régler des petits soucis d'infiltration, des petites interventions sur des menuiseries et pour repeindre une partie de la maison. Voilà. Concernant le rôle de la Fondation, on a le droit moral sur l'œuvre de l'architecte, et c'est-à-dire qu'on a un regard sur tous travaux de restauration, mais également par exemple, dans le cas de demande de réplica ou autres, ou démolition aussi. Et donc on a un regard à donner, un avis à donner sur
ces travaux. La Fondation a plusieurs instruments, outils pour pouvoir suivre ces projets, à partir bien évidemment de la phase étude jusqu'à toute la phase chantier. Tout d'abord, un comité d'experts au niveau international à qui on soumet les projets de restauration le plus tôt possible, pouvoir donc avancer, réfléchir avec les experts, qui sont des historiens, des spécialistes de l'œuvre de Le Corbusier, mais également des spécialistes de la restauration. Et donc après, il y a aussi mon rôle, le fait que je coordonne ce groupe de réflexion et je rencontre les architectes, les maîtres d'œuvre, les propriétaires ou les gestionnaires. Et puis, il y a un élément aussi très important, et il s'agit des archives de la restauration. Claudia en a parlé, malheureusement, pour les maisons Jaoul, on n'avait pas énormément d'éléments, mais bon, on a quand même trouvé des courriers et des rapports de Jacques Michel au conseil d'administration de la Fondation au moment des travaux pour expliquer un peu ce qu'il faisait, et avec quelques images et un article, également une publication. Donc cette question des archives de la restauration est quelque chose de très important pour la Fondation, parce qu'on essaie de réunir et de récupérer aussi sur des travaux plus anciens qu'on n'a pas pu suivre, les témoignages, les documents les plus précis possibles pour qu'on puisse aujourd'hui aider, et dans le futur aider les propriétaires et les maîtres d'œuvre dans les restaurations futures. Voilà. Pour le moment, je ne sais pas si vous avez besoin d'autres précisions. Les autres précisions, c'est quelles seraient les obligations après les travaux. C'est-à-dire, qu'est-ce que les propriétaires sont en droit de devoir ou de faire après une restauration de leur propriété, finalement. Alors, ils n'ont pas d'obligation pour restauration. Évidemment, ils ont de l'obligation générale d'entretenir leur maison, et on essaie de faire des carnets d'entretien pour justement, si les parties sont fragiles, notamment là dans la maison des Jaoul. Les maisons Jaoul, c'est les menuiseries qui sont fragiles. Je crois qu'on est en décalage. Non, je pense que Bénédicte, il faut qu'elle coupe le son, et voilà, c'est bon. Ah, d'accord. Après, par contre, il y a une chose en France qui existe, c'est que pour les travaux et pour aussi l'entretien, les travaux d'entretien, on peut bénéficier des déductions fiscales sur le revenu, des impôts sur le revenu, et aussi sur les frais d'acquisition des biens protégés. Et ça, c'est en contrepartie. Il faut ouvrir le bâtiment au public. Alors, il y a certaines, c'est 40 jours, je crois, par an, ou pour des groupes d'étudiants. Alors, il y a différentes parties de contrepartie, et on peut en profiter pour l'entretien et pour les travaux en général. Peut-être on va poser la même question à Jordi Roig. Jordi, est-ce que tu sais quelles sont les obligations pour la famille qui appartient aujourd'hui la Ricarda? Je sais qu'elle fait visiter régulièrement. Voilà, après la restauration, est-ce qu'il y a des obligations, ou est-ce qu'ils s'engagent à ouvrir la maison pour les faire visiter? La propriété a toujours été ouverte, même si elle n'était pas déclarée bien culturel et d'intérêt national. En revanche, maintenant, il faut acquérir un certificat supérieur pour la protéger davantage. Je m'explique. Une fois par mois, les propriétaires doivent ouvrir la propriété de façon gratuite au public, et en contrepartie, les propriétaires ne payent pas certains impôts locaux sur cette propriété,
et les propriétaires aussi peuvent demander un certain pourcentage en cas de financement que les différentes directions locales puissent proposer. En tout état de cause, en ce moment, toute intervention, tout projet que les propriétaires veuillent mener à bien devra passer par une révision et un contrôle de la part d'une commission d'experts de l'administration. Et ce sont ces experts qui vont déterminer la volonté ou non de ce projet et de l'intervention que l'on veuille réaliser au sein de la propriété. Cela peut paraître un peu curieux, le fait que pendant de nombreuses années, on a essayé que la maison soit propriété publique et non plus propriété privée, et que ce soit la propriété privée qui a investi non seulement de l'argent, mais aussi du temps, des efforts et de professionnalisme. Car avec cette attitude de conservation d'un patrimoine, ils permettent donc de protéger une mémoire, une partie de la mémoire de notre pays. Et c'est curieux donc que maintenant, cette propriété privée soit soumise à ce contrôle de la part de quelqu'un qui ne connaît pas concrètement ni la maison, ni les mécanismes de réhabilitation et restauration de ce patrimoine contemporain qui n'a rien à voir avec la récupération d'une chapelle ou d'une église romane. Merci. Bien, je voulais juste terminer parce que je crois qu'on a pris pas mal de retard sur les relations entre Anthony Bonnet et Le Corbusier. Alors il se trouve qu'il y a deux croquis, enfin il y a un croquis qu'a montré Jordi, mais il y a un autre croquis qui est de la main. Alors on ne sait pas tellement de qui, si c'est de la main de Anthony Bonnet, de Matta ou de Le Corbusier. En tout cas, il se trouve, alors j'espère que je ne vais pas déclencher une polémique, que ces deux croquis sont aux archives du COAC à Barcelone et qui sont attribués à Anthony Bonnet. Voilà. Juste pour vous dire que cette question de la voûte catalane a été quasiment obsessionnelle dans le travail de Anthony Bonnet, et je pense que cette figure de l'architecture a été aussi très très prégnante dans les réalisations de Le Corbusier. On en veut pour preuve son propre atelier chez lui dans son appartement de la rue Molitor. Voilà, on va laisser sans doute la troisième table ronde et les troisièmes intervenants venir ici pour présenter la troisième partie qui concerne donc l'action patrimoniale municipale. Je vais laisser Benoît Melon venir présenter les intervenants cet après-midi. Merci beaucoup, merci Claudia, merci Bénédicte, merci Jordi.